Nesrine Edrissou. You got it like that. Big Snoop Dogg with the lead. I show you how to throw that. Yeah, I wanna throw that. Me and you one-on-one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? Bonjour à toutes et à tous également. Alors aujourd'hui, le sujet du jour va être comment convaincre dans un contexte professionnel lorsqu'on est une femme. Et je n'ai que 12 minutes pour traiter cette vaste question. Alors c'est parti. Alors en fait, on va se rassurer, convaincre, on le fait toutes et tous quotidiennement, mais on s'en rend pas compte. Typiquement, vous allez avec des amis sur une soirée, vous allez les convaincre de choisir tel restaurant ou telle boîte plutôt qu'une autre. Vous allez par exemple travailler avec des collègues sur un projet, vous allez les convaincre sur une certaine manière de mener le projet. Mais ça, vous le faites naturellement, parce que c'est spontané et que l'enjeu n'est pas énorme. Le choix d'un restaurant, voilà, si vous ne l'avez pas, c'est pas grand-chose. Et même, je dirais qu'on a commencé à convaincre depuis qu'on est enfant. Ça a commencé avec nos parents. Lorsqu'on voyait un jouet dans un magasin et qu'on le voulait à tout prix, on essayait de l'avoir. Seulement à cette époque, je ne sais pas si vous faisiez comme ça, mais en tout cas, moi c'était comme ça. C'était soit se mettre à pleurer, soit à crier, ou alors les fixer comme ça en espérant susciter la pitié. Ça marchait parfois, mais d'autres fois non. Donc la technique, elle est plutôt faiblarde. Mais aujourd'hui, j'ai des adultes en face de moi, donc rassurez-vous, je ne vais pas vous demander de pleurer face à un prospect pour qu'il signe ce contrat avec vous. Vous pouvez en être tranquille pour aujourd'hui. Et en plus, je sais que pour la majorité d'entre vous, vous êtes entrepreneuse. Vous avez donc une entreprise à gérer, à faire prospérer. Pour cela, il faut donc convaincre des clients de faire affaire avec vous plutôt qu'avec vos concurrents. Et c'est pourquoi l'enjeu est beaucoup plus important. Parce que vous y avez investi du temps, de l'énergie, de l'argent dans votre entreprise. D'où mon choix de sujet pour aujourd'hui, de traiter ce thème-là. Mais en même temps, pourquoi ai-je précisé lorsqu'on est une femme? Parce que chercher à convaincre, les hommes aussi cherchent à convaincre. Pourquoi avoir pris l'angle de le traiter sous le genre féminin? On est dans les rôles modèles féminins, donc ça peut être un indice, mais il n'y a pas que ça. En fait, remontons ensemble aux origines du verbe convaincre. Convaincre, ça vient du latin convincere. Ça nous en dit pas plus. Mais convincere, c'est la contraction de cum et vincere. Cum avec et vincere vaincre. On n'en sait toujours pas plus. Mais vincere, lui, a pour origine le verbe vincere, avec un i, qui veut dire attaché, lié. Je ne sais pas si vous saisissez tout de suite la nuance pour ce verbe-là. Parce que ça signifie que pour convaincre, il faut attacher l'autre à soi. Donc, nier sa personnalité, nier son libre arbitre. Il faut lui imposer notre vérité, notre point de vue. Donc, il y a une certaine forme de domination. Une domination même virile, mais dans le sens négatif du terme. Et je ne sais pas pour vous, mais en tant que femme, on ne peut pas forcément se sentir à l'aise dans ce type d'approche où on va imposer par la force, où on va chercher à dominer l'autre et à le rallier à notre cause coûte que coûte. Alors je me suis demandé si finalement les femmes étaient faites pour convaincre. Peut-être est-ce un art réservé aux hommes? On peut se poser la question. Pour y répondre, laissez-moi vous raconter une anecdote. Il y a un an de cela, donc en septembre 2018, je me rendais à un entretien d'embauche pour être consultante en stratégie digitale et IT. C'était le deuxième tour d'entretien. Généralement, au deuxième tour, on rencontre un manager. Mais il se trouvait que j'avais en face de moi une femme manager. Et elle travaillait dans un domaine très pointu du digital et de l'IT, qui est l'architecture des systèmes d'information. Et moi, ça a fait tilt dans ma tête, puisque dans la presse, on lit souvent qu'il y a une pénurie de femmes dans ce milieu, très technique, à la pointe de la technologie. À peine 30% de femmes. Je me suis demandé comment a-t-elle fait pour devenir manager dans un milieu qui semble a priori ne pas lui être destiné.
Alors l'entretien se passe, elle me pose un tas de questions, ce qui est normal, puis vient mon tour de lui poser des questions. Je fais le tour des questions concernant l'entreprise, le poste, et puis j'ai tenté une dernière question, même si j'avais hésité à la poser celle-là. J'ai demandé si effectivement elle ressentait une certaine forme de discrimination par rapport à ses collègues masculins, comme pouvait le véhiculer la presse. Alors elle me regarde étonnée, sûrement qu'elle n'avait pas l'habitude d'entendre cette question, et après une petite hésitation, elle décide de me répondre. Et elle a été très franche dans sa réponse, ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs. En fait, elle m'explique qu'en tant que manager, elle avait un double défi à relever. D'un côté, il fallait qu'elle dirige une équipe, donc il fallait qu'il la suive, donc qu'elle soit convaincante dans ses propositions et dans sa manière de diriger un projet. Et d'un autre côté, il fallait également qu'elle soit convaincante auprès de ses clients lorsqu'elle leur fait des recommandations en tant que consultante. Mais elle m'explique que auprès de ses clients, elle ne rencontrait aucune difficulté puisqu'avec son grade de manager, c'était la hiérarchie, il devait tout simplement s'y faire. En revanche, du côté des clients, c'était une autre histoire. Du côté des clients, en fait, elle le ressentait, mais d'une manière très subtile. J'ai alors voulu chercher à en savoir un peu plus. Était-ce simplement un sentiment ou était-ce quelque chose qu'on pouvait accepter d'une manière avérée? Je lui demande quelles sont ces situations qui lui font penser qu'elle serait victime de discrimination dans le cadre de son travail. Elle m'explique que lorsqu'elle va faire une recommandation, elle est obligée de passer par une étape d'audit. L'audit, on va poser des questions pour essayer de comprendre et faire un état des lieux de la situation qu'on doit traiter. Et comme elle travaille dans les systèmes d'information, elle doit poser des questions techniques. Et en fait, elle s'est rendue compte que les clients, lorsqu'ils lui répondaient, ils restaient dans leur niveau de réponse à un niveau très débutant, comme si finalement elle ne pouvait pas comprendre, alors qu'elle est manager. On lui répondait, on lui expliquait même les bases du métier. Intéressant. Alors qu'avec ses collègues masculins, lorsqu'ils posaient les mêmes questions, ils partaient directement du postulat qu'ils maîtrisaient et donc ils allaient très vite dans la technique, très poussée, dans leurs réponses. À aucun moment ils ne rappellent les bases. Alors, je lui ai demandé, puisqu'elle a réussi à devenir manager, comment s'y est-elle prise? La première fois, bien évidemment, elle a pu constater cela sur le terrain, mais les autres fois, elle a changé de stratégie. Dès qu'elle arrive chez un client, directement, elle se met à employer des termes très techniques, le jargon du métier, comme pour tout de suite planter le décor. Oui, elle est compétente. Oui, elle est experte. Et tout de suite, elle a senti un changement dans la manière dont les clients lui parlent. Du coup, j'en suis venue à cette déduction. Il existe une autre manière de convaincre, puisque dans ce cas-là, elle n'a pas utilisé la force. Elle n'a pas argumenté pour justifier en expliquant qu'elle avait tel diplôme ou tel parcours. En aucune manière. Ça s'est fait de manière fine et intelligente. Alors, c'est aujourd'hui cette technique que je souhaiterais partager avec vous dans le cadre des rôles modèles féminins. Car oui, mesdames, vous pouvez convaincre. Vous en avez parfaitement la faculté. Et inutile d'entrer dans la force. Inutile de vouloir vous justifier. Cela ne sert à rien. Ce n'est pas la bonne méthode. Il faudrait plutôt passer par 3 étapes obligatoires. Pour les retenir, on va dire que chacune commence par un E. Donc les 3 E, pas l'aliment bien sûr, la lettre. Oui. Donc le premier E, c'est l'écoute. Mais pas n'importe quelle écoute, une écoute active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez recueillir un maximum d'informations. Mais lorsque vous recueillez ces informations, s'il y a un quelconque doute sur la signification d'une phrase, s'il pourrait y avoir une double signification ou n'importe quelle nuance, il faut tout de suite clarifier en posant des questions. Ne pas rester sur un doute. Vous devez être actif dans votre manière d'écouter. À ce moment-là, vous ne faites que recueillir les informations. Il est hors de question d'intervenir à cette étape-là. Par exemple, vous êtes face à un prospect
qui est réticent à faire affaire avec vous. Ne passez pas votre temps à lui expliquer ô combien votre offre est géniale. Non, ça, de toute façon, il avait votre site pour pouvoir le voir. Ça ne sert à rien. À cette étape-là, c'est trop tôt. Plutôt, recueillez les informations. Tentez de savoir ce qui le dérange dans votre offre. Peut-être que c'est l'offre, peut-être c'est votre personnalité. Vous ne le saurez que lors de cette phase-là. Deuxième étape, c'est l'empathie. Vous devez développer une certaine forme d'empathie. Pour y arriver, lorsque vous êtes dans la phase d'écoute active, observez le langage corporel de votre interlocuteur. Que ça soit les mimiques, le ton employé, le vocabulaire utilisé, les changements d'intonation dans la voix, tout ce qui peut vous servir à déterminer les points qui semblent lui tenir plus à cœur. Vous devez vraiment y prêter attention. Ça va vous permettre de comprendre la logique inhérente à son fonctionnement. Parce que derrière les mots peuvent se cacher bien d'autres raisons et motivations. Et c'est cette phase-là, lorsque vous allez être dans l'empathie, vous connecter à l'autre, voir exactement ce qu'il est en train d'exprimer. Et c'est là qu'on va arriver à la troisième étape, qui est l'engagement. C'est là où vous allez vous engager dans la phase de conviction. Vous allez lui répondre. Moi, cette phase-là, je la vois un peu comme jouer à Super Mario. Vous avez tous joué à ce jeu-là? Vous voyez de quoi je parle? Ok, c'est bon. Super Mario, lorsqu'il a son point de départ et son point d'arrivée, il y a des petits monstres qui vont l'empêcher d'y aller. Ça, c'est les réticences de votre prospect, par exemple. Et puis, il a des petites aides. Chaque fois qu'il les touche, il est propulsé ou il gagne de l'énergie. Ça, c'est la phase des informations que vous avez recueillies lors de l'étape 1. Parce que forte de ces arguments-là, lorsque vous allez répondre, assurez-vous de toucher chacun des arguments. N'en laissez aucun au hasard. Et dans cette phase-là, assurez-vous d'employer le même langage corporel, la fameuse empathie que doit ressentir votre prospect. Et vous aurez 2 armes secrètes que vous pourrez utiliser à ce moment-là. La première arme secrète, c'est qu'en amont de la négociation, il va falloir bien connaître vos limites. Quel est le tarif en dessous duquel vous ne descendrez pas? Peu importe ce que vous demande votre prospect. Vous devez le savoir en amont, pas le jour J lorsque vous allez discuter avec lui. Quel est, par exemple, le produit, l'échantillon, le service que vous êtes prête à lui offrir en plus s'il contracte cette offre avec vous? Tout cela, ça va pas s'improviser sur le moment en fonction de ce qu'il vous dit. Vous devez être maître de la négociation. Et la deuxième arme, c'est que vous devez savoir que toute négociation réussie est une négociation gagnante-gagnante. Il est inutile de vouloir à tout prix gagner sur tous les terrains avec votre prospect ou la personne que vous essayez de convaincre. Hors de question. Parce que là, on est dans la domination. Peut-être qu'il va signer ce contrat avec vous, mais il va devenir un client amer. Parce qu'il va avoir l'impression de s'être fait avoir. Donc vous aurez gagné la négociation, mais sur le long terme, cela va vous nuire. Et de toute manière, c'est une question de respect également. On doit également satisfaire l'autre dans une négociation. Les 2 parties doivent être satisfaites. Alors, forte de ces conseils, à vous la maîtrise de l'art de convaincre. Merci.